1er août 1944. Quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Chaef, Versailles, France. Le général Dwight D. Eisenhower se tient au-dessus d'une grande carte, étudiant les positions des forces alliées en Normandie. Autour de lui, son état-major, des officiers britanniques, américains, canadiens, tous analysant le même problème. Comment sortir de la Normandie ? Depuis 2 mois, les forces alliées s'enlisent dans les haies normandes. Les progrès sont mesurés en mètres, pas en kilomètres. Les pertes augmentent, les Allemands défendent avec brio. Il nous faut une percée. Eisenhower dit quelque chose de décisif, quelque chose qui nous sortira de cette impasse et nous permettra d'avancer. Le général Omar Bradley pointe la carte. L'opération Cobra concentrera nos bombardiers ici, détruira une brèche dans les lignes allemandes, puis nous pousserons avec nos blindés. Combien de temps faudra-t-il pour exploiter cette percée ? Demande Eisenhower. Si nous avons de la chance, 1 semaine pour avancer de 80 km. Eisenhower hoche la tête. Ce n'est pas rapide, mais c'est un progrès. Puis un officier britannique entre précipitamment dans la pièce. « Monsieur, un message urgent de la 3e armée. » Eisenhower lève les yeux. La 3e armée, celle de Patton, vient tout juste d'être activée. Elle doit traverser la brèche ouverte par la 1re armée et exploiter la percée. « Que veut Patton maintenant ?» demande Eisenhower, déjà fatigué. L'officier lui tend le message. Eisenhower le lit une première fois, puis une seconde. Son expression passe de la concentration à l'incrédulité. « Ce n'est pas possible, monsieur. » Eisenhower lit à haute voix. La 3e armée avance vers le sud, en direction de la Bretagne. Elle sécurisera la péninsule en 4 jours, puis pivote vers l'est, en direction de Paris. Demande l'autorisation de continuer l'avancée tant que les réserves de carburant le permettent. Bradley reste sans voix. 4 jours, la péninsule bretonne, c'est plus de 160 km de territoire disputé. « Je sais combien ça fait, » répond Eisenhower d'un ton calme. « Monsieur, c'est impossible. Aucune armée ne peut avancer aussi vite. Rien que la logistique. » Eisenhower lève une main. Il décroche le téléphone. « Passez-moi le quartier général de la 3e armée. Je dois parler à Patton immédiatement. » 2 minutes plus tard, la voix de Patton grésille dans le combiné. C'est Patton. « George, je regarde ton plan de mouvement. Tu prévois d'avancer de 160 km en 4 jours. C'est exact. À travers un territoire ennemi avec peu de carburant et face à la résistance allemande. C'est tout à fait possible, intervient Patton. Monsieur, les Allemands sont en désordre. Leurs lignes s'effondrent. Si nous avançons vite, vraiment vite, nous serons en Bretagne avant qu'ils réalisent même que nous avons percé. Mais seulement si nous agissons maintenant. Eisenhower regarde Bradley qui secoue la tête, dubitatif. George, même si tu pouvais avancer aussi vite, les lignes d'approvisionnement finiront par rattraper, prévient Patton avec assurance. Monsieur, nous avons peut-être une fenêtre de 48 heures pendant laquelle les Allemands sont désorganisés. Si nous attendons des conditions logistiques parfaites, nous perdrons cette opportunité. Donne-moi l'autorisation d'avancer. Je me préoccuperai des ravitaillements plus tard. Eisenhower ferme les yeux. Toute doctrine militaire dit qu'on ne peut pas dépasser ces lignes de ravitaillement. On ne peut pas avancer plus vite que ce que la logistique peut supporter. On consolide d'abord, puis on avance méthodiquement. Mais Patton n'a jamais suivi les doctrines. Très bien, George, tu as l'autorisation d'avancer, mais si tu manques de carburant et que tu te retrouves bloqué, je ne serai pas responsable, répond Eisenhower. 3e armée hors, le combiné se coupe. Bradley regarde Eisenhower. Monsieur, il va aller trop loin. Il va manquer de carburant et laisser son armée coincée en territoire ennemi. Eisenhower fixe la carte. Peut-être. Ou peut-être qu'il va faire quelque chose que personne n'aurait cru possible. 3 jours plus tard, Eisenhower recevra un autre message. Et lorsqu'il le lira, il prononcera 5 mots qui résumeront toute la carrière militaire de Patton. Voici cette histoire. 3 août 1944. Quartier général de la 3e armée. Le chef de la logistique de Patton entre, l'air préoccupé. « Monsieur, nous avons un problème. »« Quoi ? Le carburant ? » ?»« Nous manquons de carburant. Les camions de ravitaillement n'arrivent pas à suivre le rythme de l'avancée. Avec la consommation actuelle, il nous restera plus de carburant dans 36 heures. » Patton ne réfléchit pas une seconde. « Alors nous ferons durer le carburant pendant 36 heures. Après ça, nous capturerons les dépôts de carburant allemands et nous utiliserons leur carburant. » Monsieur, c'est une logistique créative. Les Allemands ont du carburant, on leur prendra, coupe Patton. En attendant, on réduit les allocations de carburant pour les véhicules non combattants. Chaque goutte va aux tanks et aux véhicules de combat.
le reste marche. Monsieur, le personnel du quartier général ne peut pas marcher. Eh bien, qu'ils apprennent à marcher, grogne Patton. Cette armée va continuer à avancer, même si je dois pousser les tanks moi-même. Il donne des ordres. Les véhicules allemands capturés serviront au transport de ravitaillement. Le carburant sera récupéré sur les équipements allemands détruits. Les véhicules non essentiels seront abandonnés. Ce n'est pas une logistique conventionnelle, mais cela fonctionne. 4 août 1944. Quartier général Schaff. Un message urgent arrive de la 3e armée. La 4e division blindée a sécurisé Rennes. La 6e division blindée approche de Brest. Les divisions d'infanterie contrôlent toutes les grandes routes de l'Est de la Bretagne, demandent de nouvelles instructions. Un officier marque les positions sur la carte. Eisenhower s'approche, tasse de café à la main. Il jette un coup d'œil à la carte, puis se fige. Quand ce message a-t-il été envoyé ? Il y a 10 minutes, monsieur. Eisenhower regarde fixement la carte. Les forces de Patton sont à plus de 160 km de leur point de départ, en 4 jours. C'est impossible, murmure-t-il. Monsieur, nous avons confirmé les positions. La 3e armée est exactement où elle dit être. Eisenhower pose sa tasse de café. Il se penche sur la carte, traçant la route suivie par la 3e armée. Bon Dieu, dit-il, il est déjà là. Bradley, qui se tient près de lui, regarde la carte et secoue la tête, incrédule. On pensait que cela prendrait 2 semaines au minimum, et il l'a fait en 4 jours. Comment ? Eisenhower demande, l'air perplexe. Comment a-t-il avancé si vite ? Personne n'a de réponse. Plus tard dans la journée, Eisenhower envoie un message à Patton. Félicitations pour avoir atteint vos objectifs, en avance. Un exploit remarquable. Cependant, vous êtes désormais presque à court de carburant. Je vous conseille de consolider vos positions en attendant que les lignes d'approvisionnement arrivent. La réponse de Patton arrive 1 heure plus tard. Je reconnais le manque de carburant. Cependant, les positions allemandes à Lorient et Saint-Nazaire ne sont pas encore occupées. Je compte les sécuriser avant que les Allemands ne renforcent ces positions. On s'occupera du carburant plus tard. Eisenhower lit le message et éclate de rire. Un rire fatigué, incrédule. Il n'a plus de carburant et il veut continuer à attaquer. Bradley lui demande. Devons-nous lui ordonner d'arrêter ? Eisenhower réfléchit un instant. Selon toutes les règles logistiques militaires, il devrait ordonner à Patton de s'arrêter, de consolider et d'attendre les ravitaillements. Mais Patton gagne plus vite que quiconque n'avait imaginé. Non, répond Eisenhower finalement. Laisse-le continuer, mais assure-toi que tous les camions de carburant disponibles soient envoyés vers la 3e armée. Tout ce dont Patton a besoin doit avoir la priorité. 5 août 1944. Quartier général de la 7e armée allemande. Le général Paul Auer regarde les rapports de renseignement avec une inquiétude croissante. La 3e armée de Patton a avancé de plus de 160 km en 4 jours. Oui, général, c'est impossible. Aucune armée ne peut avancer aussi vite. Les renseignements doivent être erronés. Nous avons confirmé cela par plusieurs sources, répond l'officier de renseignement. Les forces américaines sont à Rennes, approchant de Brest, contrôlant la Bretagne. C'est Patton. C'est forcément lui. Auer s'affaisse sur sa chaise. Si Patton est en Bretagne, tout notre flanc ouest est exposé. Il pourrait pivoter vers l'est et se retrouver derrière nos lignes dans quelques jours. Que faire, monsieur ? Il n'y a pas de bonnes options. Nous n'avons pas assez de force pour tout défendre, répond Auer finalement. On ne peut pas stopper l'avancée de Patton. On peut seulement essayer de la contenir. C'est une admission tacite. L'Allemagne a perdu l'initiative. Ils ne sont plus en position d'attaque. Ils réagissent. Et réagir face à Patton signifie toujours être un pas derrière lui. 6-10 août 1944. Le pivot. Ayant sécurisé la majeure partie de la Bretagne, Patton fait quelque chose que les Allemands n'attendaient pas. Il pivote. Au lieu de continuer vers l'ouest pour sécuriser les ports de la péninsule, il fait pivoter toute son armée de 90 degrés vers l'est et commence à foncer sur Paris. « Monsieur !» son état-major proteste. « Nous n'avons pas sécurisé Brest ni Lorient. Ce sont des ports majeurs. Les ports ne comptent pas si nous mettons fin à la guerre, répond Patton. Paris compte, l'Allemagne compte. Nous allons vers l'est. En moins de 48 heures, la 3e armée, tout entière, les 4 corps, plus de 200 000 hommes, change de direction et fonce vers l'est. Manœuvre logistique folle. Faire pivoter toute une armée en mouvement devrait entraîner chaos, embouteillage, échec d'approvisionnement. Mais l'état-major de Patton parvient à le faire grâce à une détermination et une improvisation sans faille.
Patton enfreint tous les principes de la guerre organisée. Ses lignes de ravitaillement sont tendues à l'extrême. Un contre-attaque allemande et la troisième armée pourraient être coupées et détruites. Montgomery a raison. Bradley admet que Patton prend des risques énormes. Eisenhower fixe la carte. Patton est représenté par une série de flèches pointant toutes vers l'est, avançant plus vite que les cartographes ne peuvent mettre à jour. « George, dit Eisenhower au téléphone avec Patton, tu es à 100 km en avance sur le plan. Tu avances plus vite plus vite que tes approvisionnements. Tu es exposé sur tes deux flancs. Chaque règle de la guerre dit que tu devrais t'arrêter, consolider et attendre que l'armée se regroupe. »« Je sais, monsieur, » répond Patton. « Alors, pourquoi ne t'ordonnais-je pas d'arrêter ? » ?»« Parce que les Allemands sont brisés, monsieur. Éclatés. Si on leur laisse le temps de se regrouper, ils vont reconstruire leur défense et on se battra pour chaque kilomètre. Mais si on continue maintenant, pendant qu'ils sont dans le chaos, on peut être en Allemagne avant qu'ils ne se réorganisent. On peut finir cette guerre des mois plus tôt. »« À quel prix ? » défie Eisenhower. « Si tu vas trop loin et que tu te fais couper, tu pourrais perdre toute ton armée. » »« Le risque fait partie de la guerre, monsieur. La question, c'est si nous sommes prêts à accepter un risque tactique pour un gain stratégique. » Eisenhower ferme les yeux. Patton a raison. L'opportunité existe, mais le danger aussi. « George, je ne t'ordonne pas d'arrêter, mais je ne te donne pas non plus une liberté totale. Tu peux avancer tant que le carburant le permet. Mais dès que tu ne pourras plus soutenir ta position, tu t'arrêtes. » « Compris ? » ?»« Compris, monsieur. » Après avoir raccroché, Bradley demande « Tu viens de donner à Patton l'autorisation d'avancer aussi loin qu'il veut ? » « Non, » répond Eisenhower. « Je lui ai donné l'autorisation d'avancer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de carburant, ce qui, selon la logistique, devrait arriver dans 3 jours. Et après on verra si Patton peut encore faire un miracle. » 19 août 1944. La traversée de la Seine. La troisième armée atteint la Seine avec plusieurs semaines d'avance sur le plan initial. Les forces allemandes tentent d'établir des défenses sur l'autre rive, mais Patton ne leur laisse pas le temps. Ses ingénieurs improvisent des traversées. Ses tanks franchissent les gués peu profonds. Son infanterie utilise des bateaux allemands capturés. En 36 heures, des éléments majeurs de la troisième armée ont traversé la Seine. « Impossible, » murmure un commandant allemand lorsqu'il reçoit le rapport. Patton ne peut pas déjà être de l'autre côté de la Seine. On vient de confirmer qu'il était à 80 km hier. C'était hier, répond son adjoint. Le commandant reste abasourdi. Il a bougé 80 km en une journée. Apparemment à Chaff, quand Eisenhower reçoit la confirmation que la troisième armée a traversé la Seine, il réunit son état-major. « Messieurs, la troisième armée a traversé la Seine le 19 août. Notre calendrier initial prévoyait qu'ils atteindraient la Seine à la mi-septembre. Patton est en avance de 4 semaines. » Le silence envahit la pièce pendant de longues minutes. Puis Eisenhower reprend « Cela signifie qu'on est 4 semaines plus près de la fin de la guerre. Cela signifie des milliers de vies sauvées, des villes non détruites, des mois de souffrances évitées. » Il fixe la carte où les flèches représentant la troisième armée pointent désormais vers l'Allemagne. « Je n'aurais jamais cru que ce soit possible, » avoue-t-il. Mais George m'a prouvé que j'avais tort. 25 août 1944. La troisième armée s'arrête. Pas à cause de la résistance allemande, mais faute de carburant. La pire crainte de Patton se réalise. Ses tanks manquent littéralement de carburant. Des divisions entières cessent d'avancer simplement parce qu'il n'y a plus de carburant. « Monsieur, nous sommes totalement à sec, » annonce son chef logistique. Il n'y a plus de réserve. Rien. Nous sommes immobilisés jusqu'à l'arrivée des camions de ravitaillement. Patton est furieux, non pas contre son personnel, mais contre la situation. Combien de temps ? Peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine selon les priorités de répartition. « 1 semaine » hurle Patton. « En 1 semaine, les Allemands auront reconstruit leur défense. On pourrait être en Allemagne en ce moment, si nous avions du carburant. » Il appelle immédiatement Eisenhower. « Monsieur, il me faut du carburant. Chaque gallon que vous pouvez nous donner. La troisième armée est coincée à la frontière allemande et nous ne pouvons plus avancer. Je sais, George, mais le carburant est limité. Montgomery est à l'arrêt. Je suis à 100 km du Rhin. Donnez-moi le carburant destiné à Monty et je peux traverser en 3 jours. George, je ne peux pas. Nous avons une chance de finir la guerre en 1944, avant l'hiver, avant que les Allemands se regroupent, mais seulement si nous avançons maintenant. » L'argument dure 10 minutes. Enfin, Eisenhower prend une décision qui sera débattue par les historiens pendant des décennies. Je donne la priorité à l'opération de Montgomery. Désolé, George, mais c'est ma décision.
Patton raccroche. Il reste silencieux un long moment, puis se tourne vers son état-major. Trouvez chaque gallon de carburant que vous pouvez. Capturez les fournitures allemandes, les véhicules abandonnés, tout. Nous ne nous arrêtons pas. Pas quand nous sommes aussi proches. Septembre 1944. La troisième armée est immobile, rongée par la frustration. Les soldats de Patton peuvent littéralement voir les positions allemandes au loin. Elles sont à portée de main, juste là, près de l'Empire du Reich. Mais sans carburant, ils ne peuvent plus bouger. C'est comme être à la ligne d'arrivée sans pouvoir franchir la ligne. Patton visite ses unités avancées pour essayer de maintenir le moral. « On va obtenir du carburant », promet-il. « Et quand nous l'aurons, nous irons jusqu'à Berlin. » Mais intérieurement, il est abattu. Dans son journal, il écrit « On aurait pu finir cette guerre avant Noël. Les Allemands étaient pas sur la défensive. Il nous manquait juste du carburant. Mais à la place, nous nous sommes arrêtés et maintenant, ils auront le temps de se réorganiser. Ce retard coûtera des milliers de vies. » L'histoire débattra de savoir si Patton avait raison, si lui donner la priorité pour le carburant aurait permis de finir la guerre plus tôt, si les risques étaient acceptables. Mais une chose est certaine, en août 1944, Patton a déplacé la 3e armée sur 160 km en 48 heures, traversé la France en 3 semaines et atteint la frontière allemande plusieurs mois avant la date prévue. Et lorsque Eisenhower a vu jusqu'où Patton était allé, il a prononcé 5 mots qui résumaient à la fois admiration et incrédulité. Bon Dieu, il est déjà là. Section 11. Le verdict historique après la guerre. Les historiens militaires analysent l'avance de Patton en août. Les chiffres sont stupéfiants. Distance parcourue, plus de 960 km en 30 jours. Prisonniers allemands capturés, plus de 100 000. Villes et villages de libérés, des centaines. Divisions allemandes perturbées ou détruites, des dizaines. Les pertes alliées remarquablement faibles grâce à la vitesse de l'avancée. L'avance de Patton à travers la France représente l'une des plus rapides avancées militaires soutenues de l'histoire. Une analyse conclut qu'il a bougé plus vite que Hannibal, plus vite que Napoléon, plus vite que n'importe qui dans l'ère moderne. Un autre historien note que les Allemands n'ont pas pu défendre contre Patton, car ils ne savaient pas où il serait. Lorsque, enfin, ils identifièrent sa position et tentèrent de réagir, il avait déjà bougé ailleurs. Un troisième ajoute « Patton a compris quelque chose de fondamental. Dans la guerre mobile, la vitesse est une forme de protection en soi. Une armée qui avance lentement est vulnérable aux contre-attaques, mais une armée qui avance rapidement se retrouve derrière les lignes ennemies avant que l'ennemi ne puisse réagir. Les généraux allemands, interrogés après la guerre, confirment cela. Patton était notre cauchemar, admet le maréchal de terrain Gerd von Rundstedt. On pouvait gérer Montgomery. Il était prévisible, méthodique. Mais Patton... Il apparaissait là où il ne devait pas être, se déplaçait plus vite qu'il n'aurait dû, attaquer quand on s'attendait à ce qu'il défende. Le combattre, c'était comme combattre un fantôme. Clôture, 4 août 1944. Eisenhower se tient au-dessus de la carte, fixant des marqueurs de position qui ne devraient pas être là. « Bon Dieu », dit-il tout bas. Il est déjà là. 5 mots qui résument toute la carrière de Patton. Le général qui a toujours été en avance sur son programme, en avance sur les attentes, en avance sur ce que quiconque croyait possible. L'homme qui a bougé 160 km en 48 heures, qui a traversé la France en 3 semaines, qui a atteint la frontière allemande pendant que d'autres armées combattaient encore en Normandie. Comment a-t-il fait ? Les gens se demandaient alors, et se demandent encore. La réponse est complexe. Un leadership agressif, des tactiques brillantes, une logistique improvisée, une audace pure et une volonté de prendre des risques qui dérangeaient les commandants conventionnels. Mais peut-être que la réponse la plus simple est celle-ci, car Patton a refusé d'accepter que l'impossible soit impossible. Quand on lui a dit qu'une avance ne pouvait pas se faire aussi vite, il l'a faite quand même. Quand on lui a dit que les lignes d'approvisionnement ne pouvaient pas suivre un tel rythme, il a trouvé une solution. Quand on lui a demandé de ralentir et de consolider, il a accéléré. Bon Dieu, il est déjà là, n'était pas simplement de la surprise, c'était de l'admiration, de la frustration, de l'incrédulité. C'était Eisenhower réalisant que Patton avait fait quelque chose que personne n'avait cru possible, et il l'avait fait si vite que même ses propres commandants n'arrivaient plus à suivre. En août 1944, pendant que d'autres armées mesuraient leur progression en kilomètres par jour, Patton mesurait ses progrès en kilomètres par heure.
Et il a prouvé que, en guerre, la vitesse n'est pas simplement un avantage, parfois c'est tout. Bon Dieu, il est déjà là. Les 5 mots qui définissent Patton, le général qui était toujours là où il ne devait pas être, faisant ce qu'on pensait impossible.